Mais comme on se connaît bien, qu'on a l'habitude de travailler ensemble, ça ne va pas être difficile de faire cette présentation. Donc là, c'était l'image de communication du BIM-World cette année, 28-29 mars 2018, à l'espace Grand Arche de la Défense. BIM-World, c'est un salon qui est récent, hein, c'était la 4e édition cette année. Et c'est devenu, de fait, un événement qui est le seul événement en Europe sur le sujet et, je pense, un des seuls événements dans le monde dédié et aussi largement dédié au BIM et à la maquette numérique, puisqu'il couvre aussi bien la partie bâtiment que la partie infrastructure, que la partie géomatique en tant que telle. Alors, quelques chiffres, parce que ça illustre bien ce qu'est devenu ce salon. Moi, je me souviens y être allé la première fois, il n'était pas encore à la Défense, il était Porte-Maillot, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et c'était un salon balbutiant, c'était un ballon d'essai. Et je me souviens être arrivé dans ce salon-là, parce que moi, en tant que consultant, c'est mon métier, hein, d'aller voir ce qui se passe dans ces lieux-là. Je suis assez friand de ce genre de conférences et de lieux, pour voir ce qui se dit, pour voir ce qui se fait. Et j'étais arrivé à 9h le matin, et à partir de 10h moins le quart, on ne pouvait plus rentrer que quand il sortait des personnes, faire un annul et remplace, entre guillemets, hein, sans écraser personne, pour des questions de sécurité, parce que ça a eu tout de suite un engouement, tout de suite, ça a accroché. Ce qui fait que l'année d'après, ils sont partis sous la Grande Arche de la Défense, et on voit bien les chiffres ont tout de suite commencé à augmenter, hein, presque 3000, presque 5000 la deuxième année. Augmentation du nombre de conférenciers. 2017, pareil, augmentation assez importante. 2018, 8000 participants. Alors quand ils disent 8000 participants, ce sont des participants uniques. C'est-à-dire qu'ils ont été comptabilisés qu'une seule fois, parce qu'on peut rentrer plusieurs fois. Moi, avec mon badge, je peux rentrer X fois sur les 2 jours. Donc 8000 sur les 2 jours, c'est bien, c'est une belle fréquentation en tant que telle. Et ils se font une projection pour 2019. Pourquoi passer de 175 à 250 exposants? Tout simplement parce qu'en 2018, ils ont essayé de pousser les murs au maximum. Ils ont même utilisé les placards à balai. Et puis il n'y avait plus de place, quoi. C'était terminé. Donc cette fois-ci, ça ne sera plus sous la Grande Arche de la Défense, ce sera Porte de Versailles à Paris, au Palais des Expositions, où ils ont quasiment doublé leur superficie. Et c'est pour ça qu'ils envisagent de franchir le chiffre assez flatteur de 10 000 participants. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le petit chiffre qui est en bas, c'est le côté international du salon lui-même qui fait que 60 nationalités de représenter, c'est quand même pas anodin. Alors Alain m'a fourni un petit document que j'ai incorporé, normalement qui devrait s'ouvrir, c'est un fichier PDF, il n'y a pas de raison que... Voilà. Qui ne s'ouvre pas, qui est un bilan de ce qui s'est fait à partir de 2018. Alors bon, c'est un document de documentation, hein, bien évidemment. Donc, presque 8000 participants uniques. Allons donc. On va continuer. Bon, faire simple. Voilà. Ça reprend les chiffres que j'avais tout à l'heure. Alors, une caractéristique aussi, une fréquentation très très importante, une fréquentation importante aussi sur les conférences en tant que telles, parce qu'elles sont très très larges et couvrent beaucoup de thématiques et ne se contentent pas simplement de thématiques autour du bâtiment, par exemple, ou que des infrastructures, c'est très très large. Ça va jusqu'aux objets connectés, ça va jusqu'au Smart City, ça va, voilà. Et une affluence pas toujours simple à gérer pour les personnes qui ont des kiosques là-bas, des stands, comme on dit chez nous, parce que les allées étaient souvent pleines, quoi. On voit que c'est un sujet émergent, c'est le seul salon sur le sujet. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se documenter, pour se renseigner. Alors, on va trouver dans les exposants, évidemment, tout ce qui est outils logiciels, tout ce qui est applications, tout ce qui est démarche d'accompagnement, tout ce qui est formation, recherche et ces choses-là, école d'ingénieurs. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, puisque je le suis depuis le début, c'est de voir qu'on passe d'un côté, d'un effet un peu waouh, et puis, je dirais, strass et paillettes, crème chantilly, qu'on avait au début, et ça commence à s'écrémer au fur et à mesure. On a de plus en plus de professionnalisation qui sont derrière, et on s'aperçoit que le sujet commence à devenir mature, et c'est un salon qui devient mature.
justement parce que ces acteurs deviennent matures. Donc là, une répartition entre les différents métiers, les différents corps de métier. Vous voyez, les fabricants de produits et équipements, 5%, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus importants. Par contre, on a beaucoup de cabinets d'architectes, du bureau d'études et tout, qui, eux, sont les acteurs de base sur la problématique du BIM et de la maquette numérique. Et on a un petit peu, 5%, c'est pas beaucoup, mais sur la recherche, enseignement, formation. Donc c'est là qu'on retrouve, entre autres, pour nous en France, les écoles d'ingénieurs, qui forment les ingénieurs qui vont après dans les bureaux d'études, dans les entreprises de construction, ou aussi chez des architectes pour faire du BIM et de la maquette numérique. Voilà, les principaux centres d'intérêt des gens qui sont venus, ça tourne logiquement autour de la modélisation, de la simulation. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé sur ce salon, c'est de voir qu'on ne se contentait pas de faire des présentations logicielles. On allait aussi chercher des technologies qui peuvent être considérées comme annexes en tant que telles, comme tout ce qui touche à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, parce que ce sont des technologies qui, elles, sont des technologies matures, qui, au départ, étaient dans leur silo, complètement, c'est-à-dire n'avaient rien à voir avec le bâtiment, les travaux publics, la géomatique, mais qui, en fait, ont des développements qui peuvent servir directement à ces métiers du BTP. Aujourd'hui, on fait des présentations, donc là, j'en ai pas amené sur mon ordinateur, mais j'ai des présentations qui tournent sur mes machines, qui sont des présentations de réalité augmentée, qui viennent à partir de maquettes réelles, d'architectes ou de structures ou autres, qui sont incorporées. On utilise beaucoup un outil open source qui s'appelle Unity, qui est un outil de jeu vidéo à la base. Et puis après, on en fait la modélisation et on peut naviguer dedans, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que des technologies qui viennent du monde du jeu vidéo peuvent être utilisées dans le monde du BTP, et plutôt que de faire des simulations de bâtiments ou des reconstructions, pour prendre l'exemple du bâtiment, plutôt que de faire des reconstructions virtuelles comme ça, on part de vraies informations, de vraies données. Et on peut modéliser tout le paysage qui est autour. On peut faire plein de choses aujourd'hui qui fait qu'on a vraiment une convergence qui est en train de se faire. La technologie est là. Après, c'est quel usage on en fait. Voilà les différentes fonctions des gens qui sont venus. Bon. Alors, les origines du salon, donc, ça a été la transformation digitale de la construction pour manipuler, partager les objets, les maquettes numériques de bâtiments. C'était vraiment, la première édition était vraiment orientée bâtiment, parce qu'on en parlait surtout dans le bâtiment. Et on parlait essentiellement de format IFC. Très vite, ça a évolué de manière à ce que on ait aussi des maîtres d'ouvrage qui s'y intéressent, parce qu'au départ, se sont intéressés à cette problématique-là essentiellement des privés. Parce que les entreprises, et entre autres les grandes entreprises de BTP, se sont aperçues qu'elles avaient quelque chose à gagner. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas forcément envie ou intérêt de donner aux maîtres d'ouvrage les modèles numériques qu'ils font, les maquettes numériques qu'ils font, mais que par contre, eux, gagnaient énormément en pratique professionnelle en faisant ça. Parce que derrière, ils visualisaient un certain nombre de problèmes avant la construction, un certain nombre de défauts, ils gagnaient en délai. Aujourd'hui, ils sont capables ils commencent à faire des retours. Alors, financièrement, ils ne communiquent pas beaucoup de chiffres, mais ils sont capables de faire des retours en disant « Aujourd'hui, j'ai livré un projet avec 3 mois d'avance ». Avant, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, j'ai livré un projet, j'ai résolu tel problème avec la maquette numérique, je n'ai pas eu d'arrêt de chantier, ou très peu. Voilà. Donc, c'est parti là-dessus. Et petit à petit, il y a des collectivités territoriales, donc l'équivalent des municipalités, et puis à différents échelons, qui s'intéressent aujourd'hui, qui sont des maîtres d'ouvrage, qui sont en fait les clients de ceux qui construisent derrière. Et ils commencent à s'y intéresser. Ils sont un peu en retrait, sur le plan culturel, ils sont un peu en retrait sur le plan outil, mais petit à petit, ça se fait. Et puis, aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, j'en parlais tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'on a j'ai utilisé le terme de convergence il y a quelques instants. On est vraiment dans une convergence. Et puis, j'insiste bien là-dessus, hein, je te le redisais tout de suite, c'est vraiment la géométrie qui doit être le point de convergence. Pour moi, c'est devenu une évidence. Je ne pensais pas tout à fait la même chose il y a un an. Aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu. Et puis, on parle beaucoup de Smart City, de Smart Territories. Ça peut sembler un petit peu nébuleux comme ça.
sauf qu'on va avoir de plus en plus de données qui vont nous arriver d'autres métiers et qui sont des données géolocalisées. Un exemple tout simple, le véhicule autonome. Le véhicule autonome, aujourd'hui, sa technologie commence à avancer sérieusement. Il a besoin d'informations pour se guider. Ces informations sont des informations qui seront des capteurs qui seront au sol et qui sont systématiquement géolocalisés, bien évidemment. Sinon, le véhicule, il ne saura pas se déplacer. Ça nous semblait évident, nous, dans la géomatique, parce que tout ce qui touche dans le calcul d'itinéraire embarqué dans les véhicules, bah, c'est de la géomatique, hein, c'est de la cartographie. Et bien là, avec les objets connectés, avec les retours d'informations, ça va être la même chose. Donc il y a des évolutions qui se font. J'ai évoqué la Société du Grand Paris cette année, ce matin. C'est vrai que bon, c'est un d'ordre extrêmement important. Plus gros projet qui existe en Europe, ok, etc. Mais il y a plein d'autres projets. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, là, on est sur un projet constructif neuf. Ceci étant, aujourd'hui, le cœur du sujet pour travailler en BIM, en maquette numérique, ça va être la rénovation. On a beaucoup plus dans les années qui viennent de projets qui vont être de rénovation que de projets de construction neuve. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, le système annule et remplace. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui aiment bien l'annule et remplace, ils préfèrent détruire une maison puis reconstruire un immeuble neuf dessus, mais il n'empêche que la problématique du BIM et la maquette numérique, c'est d'un autre ordre, parce que c'est là qu'on va associer des problématiques de rénovation énergétique et autres, qui sont traitées, des sujets qui sont à traiter, qui sont abordés dans ce salon. On parle d'interopérabilité, bien sûr. Je parlais tout à l'heure de réalité virtuelle. C'est RV, c'est pas TV. Hein, il y a une faute de frappe, mais bon, je l'ai laissé passer. D'intelligence artificielle, de blockchain, il manque le C. Madame Voidreau évoquait dans sa conférence hier cette problématique de la blockchain utilisable dans la géomatique. Ouais, tout de suite, j'ai visualisé le fait que, par exemple, des informations confidentielles qui touchent des propriétaires autour du foncier en 3D, ça doit circuler sous forme de blockchain. Mais aussi un certain nombre d'informations dédiées à un bâtiment ou à une infrastructure pourront circuler à travers la blockchain. Ça paraît assez logique, je suis incapable de dire aujourd'hui comment, et puis je ne connais pas suffisamment la problématique, mais c'est sûr que ça, on va utiliser ça en termes d'échange d'informations, de sécurisation de l'information. Et donc c'est bien un autre domaine qui vient se mêler à la géomatique, qui vient apporter quelque chose à la géomatique qu'on n'avait pas jusqu'à présent et une chose à laquelle on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Et ça, c'est porteur. Donc c'est aussi des sujets. Je veux dire, le salon BIMworld, il est là aussi pour expérimenter des sujets nouveaux et dire, regardez la prospective, regardez ce qui va venir ici. Donc les usages qui évoluent beaucoup. Il y a une place de plus importante de fait dans ce salon, de plus en plus importante qui est faite, par exemple, à l'exploitation et à la maintenance. Le fait d'associer ceux qui vont gérer les ouvrages derrière, quels qu'ils soient, les associer au départ, montrer qu'ils ont leur mot à dire, plutôt que de récupérer des plans à la sortie, et puis ils ont un plan d'un escalier, puis l'escalier il se termine au pied d'un mur, parce qu'il y a eu une erreur de conception. C'est du vécu aussi, ça, hein, c'est pas de l'anecdote, c'est des choses assez courantes. Ou d'avoir une pièce, comme me racontait un client il y a une quinzaine de jours, ils ont une pièce dans leur bâtiment, ils ont oublié une chose, c'est que la pièce qui va être utilisée par un certain nombre de personnes, elle n'a pas de fenêtre. Mais ça, ils s'en sont aperçus quand le bâtiment a été livré. S'ils avaient utilisé une maquette numérique, ils auraient fait une recherche sur toutes les fenêtres, une simple requête, comme on fait en géomatique, et ils se seraient aperçus qu'il manquait des fenêtres. Ça paraît simple, ça paraît basique, mais voilà. Donc les thématiques abordées, voilà, je ne lis pas le contenu, on a aussi des problématiques qui sont spécifiques à la France, hein, comme la loi Elan chez nous, tout ce qui touche à la rénovation énergétique, construire plus, l'accès au logement, le cadre de vie, ce sont des sujets qui sont apportés. Le PTNB, c'est le plan de transition numérique du bâtiment. C'est une démarche de l'État qui a mis une enveloppe de 20 millions d'euros à disposition pour la montée en compétences des entreprises, des professionnels, des maîtres d'ouvrage qui veulent passer au BIM et à la maquette numérique. Malheureusement, le B est bien pour bâtiment et les infrastructures n'ont même pas le droit aux miettes du gâteau. Mais bon, ils peuvent au moins récupérer l'emballage. Voilà, je ne reprends pas ce qui a été dit ici. Les Smart Territories, effectivement, je vais faire un tout petit pour montrer ce qui sera, ça cette année, ce qui va être abordé dans le salon BIMworld. C'est une thématique vraiment émergente, qui n'était pas abordée auparavant.
Bon, voilà. Tout ce qui touche au territoire au sens large, avec l'usage de la maquette numérique, du process BIM, et donc de la partie collaborative qui va avec tout ça. Voilà. Rôle central des infrastructures digitales. Alors oui, il est clair qu'aujourd'hui, on ne fait rien sans le numérique. On ne fait pas de maquette numérique aujourd'hui si on n'a pas les bons tuyaux, hein, si on n'a pas la fibre optique ou des choses comme ça. Ça paraît anodin comme ça, mais j'ai discuté il y a 2-3 ans, j'ai travaillé avec mes collègues sur la montée en compétence d'un petit cabinet d'architectes parisien, 4-5 personnes, qui voulaient passer au BIM et à la maquette numérique, qui était chaud, hein, qui était prêt, etc. On va acheter les outils, on leur a fait le benchmark qui va avec, on installe les logiciels, on y va et tout, oui. Est-ce que vous avez regardé votre infrastructure informatique? Ben non, on a des ordinateurs. Oui, bon, ben, si vous voulez, on va les regarder d'un peu plus près. Et il fallait changer les 3/4 des ordinateurs, il fallait changer les systèmes d'exploitation, il fallait changer les disques durs, il fallait mettre un petit peu de mémoire quand même pour que les cartes graphiques. Il fallait sécuriser les données, ils n'y avaient pas pensé. Il fallait faire des sauvegardes, ils n'y avaient pas pensé. C'était leur pratique au quotidien, ça ne les gênait pas, sauf que quand ils sont arrivés avec les logiciels, ben oui, vous pouvez installer un Revit, un Archicad, ce que vous voulez dessus, mais vous allez juste l'installer. Après, je vous invite à lire la notice en PDF. 2019, 2-3 avril 2019, donc ça ne se passe pas à la Tour Eiffel, hein, contrairement à ce que montre l'image. Et puis en 2-3 avril, on aurait quand même un petit peu frais en extérieur, là-bas sur le Champ de Mars, mais on pourrait, en 10 000 personnes, ça doit être possible. Ça, c'est le plan. Bon, c'est un plan. Voilà. C'est juste un plan. Le lien, je ne vais pas le cliquer parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une connexion Internet, mais voilà, ça, c'est le lien du salon lui-même où il y a déjà un pré-programme. Pré-programme, quelques éléments qui sont là, que je vous montre rapidement, mais que vous trouverez hein, si vous allez sur le site Internet. Je ne vais pas les lire, je ne vais pas les détailler, ce n'est pas le lieu. Voilà, ça va bouger, ça va évoluer. Ça veut dire qu'il y a autant de... Ça, ce sont des groupes de conférences. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une conférence, il peut y avoir 2, 3, 4 intervenants. J'ai managé cette année à l'édition 2018, comme en l'édition 2017, j'ai managé 6 conférences, comme ça. J'avais 24 intervenants au total. C'est du travail, hein. Il faut mettre tous les égos des uns et des autres ensemble. Il faut, voilà. Petit clin d'œil, Madame Guégaud, la vice-présidente de la région Normandie, et je vais terminer là-dessus, évoquait ce matin le fait que la région Normandie est très moteur sur le sujet du BIM en tant que région. C'est vrai que depuis 2 ans, on a mis en place au salon BIM World ce qu'on a appelé un pavillon Normandie. On est les premiers en France à l'avoir fait, mais depuis, on a fait des petits. Je pense qu'on aurait dû vendre l'idée, parce qu'on aurait pu tirer quelques subsides de ça. L'idée, c'était que plutôt d'avoir des stands complètement cloisonnés qui, au départ, faisaient 4 mètres carrés, hein, avec des panneaux, etc., puis vous êtes là. Puis il faut essayer de respirer qu'une fois sur 2. On a pris un grand espace. Ici, on avait 70 mètres carrés, et on a complètement explosé les cloisons. Et on a fait un espace ouvert de circulation pour que tout le monde vienne. Et on a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait au Salon BIM World. J'espère qu'en 2019, d'autres auront l'idée. C'est-à-dire qu'on a modélisé en maquette numérique au format IFC documenté tout l'aménagement de notre pavillon Normandie. En se disant, puisqu'on est au Salon de la maquette numérique, pourquoi on ne le ferait pas? Ça nous a beaucoup, beaucoup servi pour penser notre aménagement en amont, parce que sinon, arrivé sur place, on y aurait passé la nuit, quoi. Donc voilà, ça c'est juste quelques images. Et on avait appelé ça le 501, pourquoi? Parce que notre espace était numéroté 501. C'est pas parce qu'on est tous venus en jean, hein, c'est pas pour ça, mais j'ai trouvé l'idée rigolote. Et donc on avait voilà, un certain nombre d'acteurs normands, d'entreprises, de publics, la région était représentée, tout ce qui s'ensuit. Et on a passé un moment vraiment intéressant et ça a beaucoup interrogé. C'était aussi une manière de montrer qu'on peut ensemble, de manière collaborative, y compris en étant des concurrents, on peut venir parler ensemble de BIM et de maquette numérique et partager des expériences. Et un salon comme ça, c'est à ça qu'il sert également. Il est là pour montrer le savoir-faire, il n'est pas pour montrer un tas de choses, mais il est là pour ça aussi. Voilà, j'espère bien qu'en 2019, nous allons refaire la même chose. Je vous remercie.